Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est François Asselin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, donc président de la CPME. On a quand même cette info qui a pendant 24 heures agité tout le microcosme en début de semaine sur cette aide fiscale, vous savez, pour les plus de 70 ans, pour les aides à domicile. Et au bout de 24 heures, certains diront que c'est très long et en même temps très court. Le gouvernement a fait machine arrière et au final, eh bien, ça a été retiré. C'est ce que nous a dit le Premier ministre Édouard Philippe à l'Assemblée nationale. Vous trouvez que le gouvernement fait preuve d'amateurisme, pour le coup, dans cette affaire, ou parce que c'était évident quand même, c'était évident que le sujet, il était là, il était inflammable, voilà. C'est non? Ben oui, mais vous savez… C'est chronique d'une boulette annoncée, non ça? Oui, voilà, chronique d'une boulette annoncée, mais tous les ans, il y en a une. C'est-à-dire qu'en matière de fiscalité, c'est très révélateur. En fait, on est dans un pays où on a une espèce de maladie qu'on pourrait qualifier de fiscalité aiguë, où eh bien, à chaque exercice annuel du projet de loi de finances, eh bien, vous avez un parlementaire ou plusieurs parlementaires ou des groupes, ou parfois ça vient directement de l'exécutif qui se dit tiens, là, allez, on peut un petit peu bouger la virgule, ça fait tant de millions d'euros qui rentrent dans les caisses ou qui n'en sortent plus, si c'est un crédit d'impôt qu'on enlève. Et finalement, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que ce qu'on pourrait, entre guillemets, constater sur les personnes physiques, donc là, on parle des personnes âgées, nous, on le constate exactement de la même façon sur les personnes morales, les entreprises. Il ramène tout ça à lui. Hein. Non, mais c'est le même mal, finalement. C'est le même mal. C'est-à-dire que, si vous voulez, on a tout le temps dit il nous faut de la visibilité, de la stabilité. Nous sommes les champions d'Europe des prélèvements fiscaux dans notre pays. Nous le savons. Ce que nous voulons, c'est décrocher cette palme du premier d'Europe en matière de pression fiscale. Et tous les ans, eh bien, on se dit, allez, un pas en avant, deux pas en arrière, c'est assez agaçant. Regardez ce qui se passe, par exemple, sur tout ce qui peut toucher la fiscalité dite verte. C'est compliqué de lire quelque chose. C'est-à-dire que sur le CITE, par exemple, c'était le crédit d'impôt pour, vous savez, les travaux de rénovation énergétique. À domicile. Voilà, à domicile. Il y a eu combien de pas en avant et combien de pas en arrière? Si bien qu'au bout d'un moment, les acteurs économiques qui sont directement concernés sont paumés, si bien que leurs clients sont aussi paumés que potentiellement leurs fournisseurs. Donc finalement, ce gouvernement fait comme les autres. De ce point de vue, même s'il y a quand même beaucoup de baisses d'impôts, et on va y revenir. Mais juste pour voir, François Asselin, le gouvernement reculer aussi vite en 24 heures, ce n'est pas de mauvais augure pour les réformes à venir. Il y en a d'autres qui sont prévues, notamment, on va en parler, des retraites. Vous savez, on est quasiment à un an, jour pour jour, du début de ce qu'on a connu du mouvement des Gilets jaunes. Donc on sent bien qu'aujourd'hui, il y a une population française qui est un petit peu épidermique à tout mouvement en termes de fiscalité quoi. C'est évident. Et donc, encore une fois, il y a la réforme des retraites, le grand débat qui commence aujourd'hui. C'est intéressant parce que Emmanuel Macron, il reprend son bâton de pèlerin, ça on l'a vu, il va aller débattre, ce qu'il nous dit devant les Français ce soir à Rodez. 500 Français, 500 lecteurs de la presse régionale. C'était vraiment l'urgence, honnêtement. Quand on réfléchit, on se dit, mais il n'y avait pas trop de gros problèmes de financement quand même aujourd'hui, selon les différents rapports qu'on pouvait avoir. L'objectif, c'est quoi cette retraite? Certains disent, voilà, on est beaucoup de syndicalistes qui sont venus nous voir en disant, voilà, c'est l'État qui met la main sur tout, il n'y aura plus de paritarisme, c'est pour une façon de mettre à bas les régimes spéciaux qui coûtent de l'argent aux contribuables. C'est quoi? C'est faire des économies? C'est pour faire des économies? Il y avait urgence. Pourquoi ne pas dire, on laisse en l'état le système et puis on fait travailler un peu plus longtemps les gens? Après, il faut différencier les cadres, les ouvriers, mais il fallait faire simple, non? C'était vraiment utile de tout remettre à plat, de révolutionner le système. Alors, cette réforme est ambitieuse, peut-être trop ambitieuse. On part quand même de situation où rappelez-vous, les réunions, on va dire, les psychodrames pour rééquilibrer d'un seul coup le régime des retraites, etc., il faudrait qu'on puisse en sortir. Les retraites, c'est quoi? C'est finalement une promesse qu'on fait aux générations d'aujourd'hui qui sont actives et aux générations de demain qui vont rentrer sur le marché du travail en espérant qu'elles aient une retraite lorsque elles aussi viendront à liquider leur retraite, leur temps d'activité. On est dans une situation qui est quand même bancale, surtout sur le régime général. Et ce régime général est bancal à cause, effectivement, de régimes spéciaux qui viennent complètement déséquilibrer, globalement, la retraite des Français. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de stigmatiser telle ou telle profession, tel ou tel secteur d'activité, mais force est de constater que la réalité de 1945 n'est absolument pas la même aujourd'hui en 2019.
et que s'il n'y avait pas la solidarité nationale pour permettre à certains de partir beaucoup plus tôt en retraite, eh bien ça ne fonctionnerait pas. Or, et donc le message c'est quoi? Eh bien, la réforme des retraites, finalement, c'est plutôt la réforme des régimes spéciaux. Parce que si on regarde, donc par exemple... c'est ça le sujet derrière pour le gouvernement, c'est ça selon vous? C'est un des sujets. Pourquoi? Parce que, regardez, d'abord, le deuxième sujet, c'est qu'on sait qu'il va falloir travailler plus longtemps, pour des raisons tout à fait objectives et concrètes. Hein. Voilà, on commence plus tard dans la vie active, on vit plus longtemps, donc bien évidemment, quand il y a moins de vie active et qu'on veut autant de retraite, ça ne fonctionne plus en termes économiques. Hein. Et comme les prélèvements sont déjà très élevés sur beaucoup de catégories de Français, il y a un moment où il faut se poser la question, est-ce qu'on ne doit pas partir plus tard pour garder un niveau de retraite qu'on peut qualifier de décent ou d'acceptable? Déjà, sur cette question-là, les Français ne sont pas d'accord. Hein, et certaines catégories s'accrochent absolument à leur retraite anticipée par rapport à une majorité de Français. Et d'ailleurs, moi, ce que je ferais remarquer, c'est que vous avez quand même, on en parle peu souvent, mais vous avez 3 millions, plus de 3 millions d'indépendants et de professions libérales en France qui partent à la retraite à 67 ans, à taux plein. Le sujet d'âge de départ légal en retraite n'est pas un sujet pour eux. Ce qui fait que suivant votre type d'activité, que vous soyez indépendant, profession libérale, fonctionnaire ou assimilé, ou salarié, vous n'avez pas un rapport à la retraite qui est de la même nature. Or, le gouvernement veut embrasser tout le monde dans un grand tout, en montant le niveau de la retraite universelle à 120 000 € de revenus par an, c'est pratiquement tous les Français, il en reste 350 000 qui sort de ce plafond, et finalement en gommant tout ce qui fonctionnait bien. Il y avait un régime qui était tenu par les partenaires sociaux, l'Agirc-Arrco, qui est excédentaire. Eh bien, c'est une gestion en bon père de famille. Vous avez un régime qui est tenu par les indépendants et les professions libérales, qui est excédentaire. C'était géré en bon père de famille. Votre message, c'est quoi? C'est qu'il faut s'y attaquer ou pas, encore une fois? Il faut révolutionner le système, oui ou non? Il faut bien évidemment juste travailler plus, et pas besoin... Parce que la finalité du régime par points, c'est que finalement, chacun aura la liberté de pouvoir travailler plus s'il le souhaite pour avoir une retraite plus élevée. Oui. Donc c'est une forme... On donne le choix, ce n'est plus la règle pour tout le monde, chacun décide, mais s'il veut avoir une pension honnête, il faudra travailler plus longtemps. Mais c'est exactement ça le fond du problème. Donc c'est allonger le temps de travail sans le dire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on allonge le temps de travail d'1 an ou de 2 ans. Déjà pour 2025, on règle le problème d'équilibre des retraites. Il y a une chose dont on parle peu, c'est que, et ça sort souvent de l'estimation que fait le comité d'orientation des retraites, c'est que tous les ans, l'État français fait un chèque quand même de 20 milliards d'euros pour équilibrer les retraites des régimes spéciaux et de la fonction publique. Et ça, c'est tous les Français qui payent. Hein. Donc je ne dis pas qu'il ne faille pas considérer qu'il y a certaines professions régaliennes qui puissent bénéficier d'un régime de retraite spécifique, mais pour autant, il faut revisiter des activités qui, depuis 1945, ont complètement évolué. Après, le patronat a bon dos de dire il faut, parce que vous êtes sur la même ligne que le MEDEF, il faut travailler plus longtemps, sauf que les seniors, mais plus de 55 ans, vous en voulez pas, globalement, mais les boîtes poussent vers la sortie et plus de 55 ans. Alors, je ferai 2 remarques. Donc, de dire, il faut travailler plus longtemps pour derrière ne pas les garder, j'ai envie de dire... Je ferai 2 remarques. D'abord, l'allongement... qui fout la charité, comme on dit. Ça peut être ça, mais ça ne concerne pas toutes les entreprises. Ça peut être perçu comme ça. Parce que d'abord, l'allongement de la durée de vie au travail, progressivement, augmente dans notre pays. Ouais. Alors, pas autant que d'autres pays, effectivement. Donc, on a des efforts à faire là-dessus. Et d'ailleurs, l'une des premières mesures qui a été, on va dire, favorable pour l'allongement de la durée de vie au travail, c'est, vous savez, l'âge pivot au niveau des retraites complémentaires Agirc-Arrco. Hein, ou lorsque vous voulez liquider votre retraite et que vous êtes cadre, si vous partez avant de 64 ans, eh bien, vous avez une décote. Comment on fait pour pousser les entreprises, notamment deuxièmement, PME, pour garder dans beaucoup de leurs PME, anciens, leurs seniors? Eh bien, vous savez, dans beaucoup de PME, et je suis bien placé pour en parler, lorsque vous avez un senior qui part en retraite, c'est une compétence qui sort de l'entreprise et que vous avez énormément de mal à renouveler. Donc vous savez, nous, dans les petites entreprises et dans les moyennes entreprises, on cherche plutôt à capitaliser. Vous êtes en train de nous dire qu'en fait, ce n'est pas un problème de PME, c'est un problème de grosses boîtes? C'est peut-être un problème d'entreprise où il peut y avoir une retraite, on va dire, aménagée pour partir plus tôt avant l'âge légal de départ en retraite. C'est certainement une des sources du problème. Maintenant, effectivement, il faut se poser la question, comment peut-on faire durer plus longtemps certains seniors dans l'emploi? Pour autant, vous avez des métiers qui physiquement sont plus exposés que d'autres. Nous sommes favorables au dispositif des carrières longues. Ça nous semble normal. Lorsque quelqu'un a commencé en apprentissage, qu'il puisse partir avant, eh bien, c'est du bon sens. Ouais. Que se passe-t-il si, lors des consultations, les Français montrent qu'ils sont opposés à cette réforme? Ça, c'est une grande et vaste question. C'est-à-dire que là, on va assister à travers cette réforme à la montée des égoïsmes catégoriels. Ça a déjà commencé. Hein. Pardon, il faut comprendre
les avocats, les médecins libéraux, qui pour le coup, eux, ont fait des efforts, même s'ils ont une démographie qui les sert, on les comprend tout à fait. Sont excédentaires. Mais on les comprend tout à fait, la CPME. C'est pour ça que nous, notre projet de retraite, on l'avait expliqué il y a déjà 3 mois, c'est de limiter... Donc pour ou contre, que je comprenne la position de la CPME, pour ou contre la réforme telle qu'on... En même temps, on ne sait pas beaucoup de choses. On ne sait pas à quel âge on va partir, on ne sait pas combien vaudra le point, l'autoplein à quel âge? Nous sommes pour l'instant. Bien sûr, nous sommes pour une retraite à points. Hein, avec, vous êtes pour, d'accord. Nous sommes pour une retraite à points avec un niveau... Pourquoi ne pas rester au système actuel en encourageant à travailler plus longtemps avec l'âge de départ ou les trimestres de cotisation? Oui, vous avez raison, mais à ce moment-là, il faudra Pourquoi pas faire simple? On pourrait faire simple, mais à ce moment-là, il faudra traiter le cas des régimes spéciaux de façon à part. Voilà. En fait, c'est une façon détournée pour vous. Il ne veut pas le dire, mais c'est une façon détournée de traiter, de mettre à bas les régimes spéciaux de retraite que de faire un système par points, puisqu'on va unifier tous les régimes, même s'il y aura sur 15-20 ans des convergences, des aménagements, on a compris. C'est une des solutions, effectivement, pour faire converger tous les régimes vers un régime universel. Avec cette spécificité, vous avez raison. Pour arrêter de faire ce chèque de 20 milliards d'euros tous les ans, c'est ça? Bien sûr, il y a cette question-là. Mais là où nous ne sommes pas d'accord... C'est pas avancé masqué que de faire des choses comme ça? Non, parce que écoutez, tout est sur la table. D'ailleurs, regardez, maintenant, dès qu'il y a une grève, on expose le régime des gens qui font grève. C'était le cas pour les avocats, c'était le cas pour la SNCF cette semaine, c'était le cas pour la RATP la semaine dernière. Donc on commence finalement tous à y voir un petit peu clair par rapport à son propre régime de retraite. Ce que nous disons à la CPME, c'est vous avez 3 catégories, 3 familles d'actifs en France. Vous avez les professions libérales et les indépendants. Vous avez les salariés, vous avez les fonctionnaires assimilés. Si nous gardions un régime universel plafonné à 40 000 euros, donc à savoir l'équivalent d'un pass de la sécurité sociale, et qu'au-delà, chaque type d'actif garderait en gestion avec une règle d'or, eh bien son régime complémentaire, ça permettrait d'une part de répondre effectivement à cette retraite universelle. 1 euro cotisé doit donner le même droit lorsqu'on liquide sa retraite. Et deuxièmement... Sauf que les points peuvent baisser. Vous êtes c'est une autre question. C'est qui va décider? Et dans le régime tel qu'il est... Martinez de la CGT, il m'a dit « Ouais, M. Jacot, le point il a baissé sur les retraites complémentaires, comme quoi le point il peut baisser. » Et ça, je lui ai répondu « Mais c'est les partenaires sociaux qui décident que je sache. » On est bien d'accord. C'est-à-dire que nous sommes pour mettre, et c'est exactement le projet que porte la CPME, il faut mettre en responsabilité les partenaires sociaux. Un système par point où le point pourrait baisser, moi j'en ai pas envie. Mais personne n'en a envie. Vous en avez, vous? Mais absolument pas. Mais vous savez, il y a une chose à laquelle on ne peut pas s'affranchir. C'est le principe de réalité, tout simplement. C'est pour ça que ce que nous voulons, nous, à la CPME, c'est le projet que nous portons. Il faut responsabiliser les partenaires sociaux. La GIRCARCO, pourquoi ça fonctionne? On n'a pas le droit de s'endetter. Il faut pérenniser le système de retraite complémentaire. Résultat, il y a 2 ans, on a fait un accord avec l'ensemble des partenaires sociaux, moi la CGT, qui permet de tourner autour de l'âge pivot. Comme quoi, lorsque... FO avait signé? FO n'avait pas signé. Mais comme quoi, lorsque nous avons un principe de réalité en face de nous, il faut bien trouver les solutions. C'était quoi les solutions? Soit on diminuait les pensions, soit on repoussait l'âge de départ en retraite. Vous admettez qu'on pourrait faire plus simple, encore une fois, et après on parle du projet de budget 2020, il y avait plus simple, encore une fois, de laisser le système en l'état et augmenter encore une fois la durée de cotisation ou l'âge de départ à la retraite, même si c'est inflammable et c'est compliqué aussi? Tout est inflammable lorsqu'on touche au régime de retraite parce que chacun veut garder son précaré, c'est pas compliqué. Nous, ce que nous disons quand même, c'est que si on avait gardé ce principe de 40 000 euros comme régime universel et gardé les régimes complémentaires, eh bien, on aurait permis à ceux qui ont géré leur caisse de retraite, et je pense aux indépendants, aux professions libérales, en bons pères de famille, de garder ces excédents pour continuer à distribuer des retraites complémentaires qui correspondent à cette catégorie d'actifs, tout simplement. La solidarité... Excédents qui sont en milliards, on en parle de milliards d'euros là. Excédents qui sont en milliards d'euros. C'est en milliards d'euros, puisque les excédents totaux, c'est de l'ordre de 140 milliards d'euros. C'est ça. Alors, puisqu'on parle des milliards, on parle maintenant de la pression fiscale et du budget 2020, projet de budget qui va être dévoilé demain au Conseil des ministres, mais il est largement fuité, donc on a pas mal d'infos. Qu'est-ce qu'on dit? On se dit que c'est un budget surtout qui est favorable aux ménages, moins aux entreprises, même si les entreprises ont été choyées en début de mandat? Oui, alors, vous savez, avant de dire que les entreprises ont été choyées, je pense qu'il faut regarder les chiffres tels qu'ils sont. On a effectivement un niveau de marge des entreprises qui a remonté ces dernières années. On est à 33,1% de marge. Il faut savoir qu'en 2007, il était de 33,3%. Donc on revient tout juste à l'équilibre d'il y a un petit peu plus de 10 ans. C'est une bonne nouvelle. Mais on est quand même 6-7 points en deçà de l'Allemagne, par exemple, au niveau de la marge des entreprises. Ouais. Ça veut dire que... de se référer toujours aux meilleurs élèves de la classe en Europe. Écoutez, on peut prendre la moyenne européenne. Et alors? Voilà, on est toujours le pays qui a le plus fort taux de pression fiscale sur ces entreprises. Voilà. Donc, sur les marges, on n'est pas par la moyenne européenne, on est vraiment... on n'est pas dans la... On est juste au niveau de la marge, si vous voulez, européenne. Donc, on est à la moyenne, au niveau de la marge européenne. La moyenne, mais si vous voulez, c'est pas très glorieux lorsqu'on est, entre guillemets, maintenant, avec la Suisse et l'Angleterre, la deuxième économie européenne. C'est quand même pas glorieux.
sérieux. Le gouvernement Donc, dit sur 3 ans, Oui. les impôts des entreprises, c'est 10 milliards d'euros qui ont été baissés. Est-ce que vous confirmez ces chiffres? Et on se dit que sous Macron, les boîtes, elles sont quand même plutôt bien traitées. Même si sur le budget 2020, le gouvernement dit 1 milliard d'euros de baisse contre 9 pour les ménages. Oui, effectivement, il y a eu la crise des Gilets jaunes, ça ne vous a pas échappé. Hein. Alors après, le chiffre que vous donnez est exact sans l'être. C'est-à-dire qu'on impute… Le MEDEF dit, c'est pas vrai, c'est pas une baisse d'1 milliard d'euros en 2020 pour les boîtes en termes de pression fiscale, c'est plus 1 milliard. Alors, c'est quoi la vérité? Eh bien, la vérité, c'est effectivement, il y aura plus 1 milliard de prélèvements sur les entreprises. Oh. Ce qu'il faut regarder… Le gouvernement nous ment. Mais non, c'est pas cela. Bon, C'est-à-dire que vous savez, quand vous rajoutez… Alors, tout dépend de quelle entreprise, parce que vous avez des baisses, vous avez plutôt des baisses de crédit d'impôt qui sont catégorielles. Lorsque vous, par exemple, travaillez sur le GNR, le gasoil non routier, ça va toucher tout le secteur des travaux publics 200 millions et du d'euros. bâtiment. Voilà, 200 millions d'euros. Donc, si vous n'êtes pas concerné par le GNR, vous n'êtes pas concerné par, effectivement, cette fiscalité nouvelle. Si on parle de la baisse de 2 euros par litre de gasoil des transporteurs routiers, la TICPE, eh bien, si vous n'êtes pas transporteur routier, vous n'êtes pas concerné par cette augmentation de fiscalité. Donc, si vous voulez, au global, effectivement, ça fait 1 milliard d'euros. À la CPME, vous êtes content ou pas de ce projet de budget 2020? Donc non, puisque pour vous, il y a 1 milliard d'euros de taxation en plus contre une baisse, nous dit le gouvernement. Mais on est toujours dans le même exercice, c'est-à-dire à partir du moment où l'État où l'exécutif n'a pas fait une réforme systémique de la sphère publique, il n'a pas les marges de manœuvre pour baisser l'activité. Et bien voilà. Et ben, on est exactement dans cet exercice, c'est-à-dire qu'on recherchera toujours là où on peut soit éviter de donner du crédit d'impôt, soit augmenter de nouvelles taxes. Et c'est ce à quoi nous assistons tous les ans, malheureusement. 10 milliards d'euros de baisse d'impôts pour les entreprises. Vous, la CPME, sur 3 ans, vous devez être content, vous devez applaudir. Non, mais c'est vrai. Mais regardez, comme je vous le dis, la réalité des choses, c'est que nous sommes toujours les premiers de la classe, mais nous sommes toujours les premiers de la classe en matière de prélèvements fiscaux. C'est-à-dire que la fiscalité, c'est tout ce qui sort de votre poche, de votre portefeuille. La fiscalité peut être locale, CVAE, l'SAFE, elle peut être nationale, c'est le cas de la TVA, c'est le cas de l'IS, l'impôt sur les sociétés, qui a une courbe descendante, qui a d'ailleurs été ralentie. Ouais. Mais bref, il y a effectivement en début de quinquennat une volonté affichée de réduire la fiscalité sur les entreprises. Mais c'est pas suffisant. On a bénéficié, non, c'est pas suffisant. On a la preuve, nous restons les premiers de la pression fiscale. Nous avons bénéficié en 2019, il faut le dire, du décalage de trésorerie du crédit d'impôt de 2018 et en même temps de la baisse des charges. En 2020, ça sera terminé. Donc, si on veut vraiment… Ça ne peut pas être tous les ans comme ça. Hein. Ça ne peut pas être tous les ans comme ça, mais écoutez, on ne l'a pas… C'est le principe même de transformer… Alors là, ça aurait été splendide, on est bien d'accord. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que sur la durée, on a beaucoup de mal à baisser la pression fiscale sur les acteurs économiques que sont les entreprises. Bon, donc c'est un budget 2020 pour vous qui n'est pas favorable aux entreprises ? Dans ces mots ? Non, pas spécialement favorable, ni complètement défavorable, mais pas spécialement favorable. C'est-à-dire qu'on ne voit pas vraiment un engagement formel de se dire on va pouvoir, sur le long terme et moyen terme, baisser la fiscalité ou la pression fiscale sur les acteurs économiques. Mais quel exécutif a baissé 10 milliards d'euros en 3 ans les impôts sur les boîtes? Avec un taux d'IS, encore une fois, qui converge vers 25%, même si, effectivement, pour les boîtes qui font plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça sera plus lent. Mais pour les PME, c'est très bien pour les PME. Pour les PME, on y va tout droit, là. On est à… Cette année, j'ai plus le chiffre en tête, on est à 28 pour les PME cette année, on sera à 26,5 en 2021 et 25 en 2022. Vous savez, oui. Alors, tout à fait. Il n'est jamais content. Hein. Non, mais écoutez, mais c'est pas que je suis jamais content. Mais écoutez, il y a deux choses qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu. C'est le coût du travail dans notre pays. Hein, donc ça, c'est vraiment ce qu'on surveille. Et on peut se féliciter que globalement, on a réussi à préserver potentiellement une augmentation du coût du travail, sauf pour la DFS. Il faut rappeler la DFS, déduction forfaitaire spécifique. Voilà. C'est quoi? Expliquez-nous. Alors, c'est en fait pour certaines professions, eh bien, vous avez un brut abattu, un salaire brut abattu, qui peut aller de 5% d'abattement jusqu'à 15% d'abattement suivant les professions. Je crois bien que ça va même au-delà pour les journalistes. Donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, lorsque… Prends ça. Non, mais écoutez, on parle de tout le monde, on en parle. On parle de tout le monde, très bien. Voilà. Moi, ça concerne aussi mes menuisiers et mes charpentiers. On a, pour ceux qui vont en déplacement… Et donc, ces déductions étaient rabotées? Eh bien, ces déductions vont petit à petit être rabotées. Effectivement, vous remontez le salaire brut, donc vous augmentez les charges. Et là, c'est 400 millions d'euros de plus dans les caisses de l'État. C'est pas rien. Et à terme, on chiffre 100 milliards d'euros. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut bien regarder, c'est que, en fait, le problème de tous nos maux, c'est que tant qu'on n'a pas réformé structurellement la sphère publique, eh bien, l'État n'a pas la possibilité de dégager des marges de manœuvre pour faire baisser la
la fiscalité sur les acteurs économiques. Il a injecté 20 milliards d'euros de pouvoir d'achat. D'ailleurs, il n'est pas tellement payé en retour parce qu'on voit très bien que la consommation depuis les 2 derniers trimestres n'a pas vraiment augmenté en France. Donc il y a eu beaucoup d'épargne. Un petit peu et qui pourrait dépenser dans un second temps. Et donc, à partir du moment où lorsque vous donnez à certains, vous êtes obligé de prendre à d'autres. Aujourd'hui, le gouvernement en fait trop pour les ménages et finalement pas assez pour les entreprises. C'est ça, pardon. Vous savez, il n'y a pas de solution simple à des problèmes complexes. Lorsque vous traversez une crise comme on a connu celle des Gilets jaunes, il y a un moment ou un autre, vous êtes obligé entre guillemets, de dévisser un petit peu le couvercle de la cocotte minute. Vous n'avez pas le sentiment en tout cas que le gouvernement fait les poches des boîtes quand on voit le projet de budget? Non, mais c'est très sectoriel, si vous voulez. C'est très sectoriel, avec une tendance de fond où on a quand même beaucoup de mal à baisser la fiscalité. Et on voit très bien qu'avec l'évolution, par exemple, de la fiscalité verte, c'est très dur de mettre une nouvelle taxe en remplacement d'une ancienne. Généralement, on met une nouvelle taxe sans remplacer l'ancienne. Bon, on skip là-dessus, on apprend la mort de Jacques Chirac. Aujourd'hui à l'instant. Dans les fonctions qui sont les vôtres, est-ce que, en tant que patron de la CPME, je ne sais pas depuis quand vous êtes en poste, ou dans différentes fonctions avant, ans, donc non, je n'ai pas connu. Vous ne l'avez pas connu, vous, dans le cadre de négociation non, je ne l'ai pas connu en tant que négociation, mais bon, écoutez, je crois que d'abord, ce fut un président de la République, donc on doit lui rendre hommage. On peut être d'accord ou moins d'accord avec ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, en attendant par la fonction qu'il a représentée. Eh bien, je crois qu'on peut tout simplement s'incliner, penser à ses proches, à sa famille, à son entourage, penser à notre pays. Je me souviendrai en tout cas d'une chose, c'est lorsqu'il y a eu la guerre du Golfe, c'était l'un des rares à dire stop, vous nous mentez, on n'y va pas. Et je crois qu'il a eu raison lorsqu'on voit des années plus tard ce qui s'est passé au Moyen-Orient. Et regardez, c'est pas terminé. Ouais. Avec, pour le coup, on est sur Boursorama et Corama, un bilan économique qui reste quand même excessivement à nuancer. C'est très à nuancer parce qu'il a plutôt essayé de gérer les choses sans trop faire d'écueils ou de. Ça restera pas un grand réformateur économique pour vous? Non, sur le champ économique, je ne pense pas. Regardez ce qu'on parle au niveau des retraites. On aurait pu, à son époque, déjà faire quelque chose. La situation de la France était quand même beaucoup plus favorable qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et le monde était beaucoup plus stable qu'il ne l'est aujourd'hui. Bon. Merci d'avoir été avec nous. François Asselin, donc, Merci. le président de la CPME, qui est l'invité de la grande interview, en direct sur Boursorama. Merci. Merci.